Business Cartels Angels. Donc c'est le domaine de ce qui est Business Angel en Tunisie qui est relativement récent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Donc, vous parlez de Business Cartels Angel et de ces différentes activités. Bon, je vous remercie. En fait, disons que c'est c'est l'année dernière que suite à une réflexion qui s'était faite entre les gens de Tunisie Valeurs, l'Europe, qu'ils ont regardé la chaîne manquante dans le financement. Alors aujourd'hui, lorsqu'on regarde la chaîne des financements, les SICAR, même les fonds d'amorçage, ensuite, il y a les banques, bon, il y a tous les mécanismes. On a mis en place des mécanismes BTS, BFPME, et on s'est aperçu que dans cette chaîne, il manque une chaîne. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant, un jeune, qui a une idée. Ben, tous ces mécanismes, surtout une idée innovante, ne lui permettent pas de se faire financer. C'est clair, parce que la BFPME, même la BTS, elle va donner un projet spécifique classique. Vous avez une idée. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure. Il a dit, voilà, moi j'ai une idée d'un nouveau produit, d'un nouveau matériau, que je suis ingénieur, mais il me faut de l'argent pour financer sa recherche et développement, pour faire le prototype. Aucun financement n'existe. Donc le financement classique s'appelle le love money. C'est-à-dire, moi, le love money, ça veut dire que je vais tourner dans mon entourage pour avoir de l'argent, de mon père, mon cousin, quelqu'un de la famille. Et ceci, j'appelle, il n'y a pas égalité dans le système, parce que si vous êtes dans un milieu défavorisé, vous n'avez aucune chance pour qu'une idée aussi brillante qu'elle passe. Donc cette notion de business angel est apparue aux États-Unis dans les années 80, dans le sens où ils ont compris que pour pousser l'innovation, on ne pouvait pas il fallait prendre des risques. Et ces risques pouvaient être pris que par des personnes qui misent leur argent. Les banques, les SICAR ne sont pas outillés pour prendre des risques de 80 à 90% de failure. Donc ce sont des personnes physiques qui mettent un petit pourcentage de leur fortune dans l'innovation. Dans le fait de dire, voilà un jeune, pratiquement, I am betting on this guy. Ça veut dire que moi, Qamar Ali. Donc évidemment, parce qu'au stade de l'idée, il a l'idée, le risque est maximum. Mais le gain est maximum. Et Yahoo, Google, Facebook ont été créés à travers des business angels. Apple, tout ce que vous voulez, ont créé à travers. Donc en quoi consiste ce business angel? C'est très simple. Il y avait à ce moment-là soit au niveau de Boston, dans la route 128, soit au niveau de la Silicon Valley, il y avait des petits déj où quelqu'un avait 5 minutes pour présenter une idée. Si l'idée faisait tilt auprès de personnes, il mettait l'argent en minoritaire. Donc il ne lui volait pas son idée et il montait. Donc l'idée, aujourd'hui il y a 400 000 business angels aux États-Unis, il y en a 40 000 en Angleterre, il y en a 400 en France. Il y en a 4 000 en France. 4 000. Ça vous donne une idée que ce n'est pas un concept français, ce n'est pas un concept vraiment anglo-saxon. Et donc l'idée, c'était de lancer ce processus en Tunisie en mettant une association. C'est une association qui est clairement à but non lucratif, c'est-à-dire elle a comme seul objectif de mettre en contact des jeunes, ou des gens qui ont des idées innovantes, avec des gens qui sont prêts à investir dans l'idée. Cet investissement n'est pas simplement un investissement financier. La plupart des business angels, d'ailleurs, ont une réputation. Ce sont en général des hommes d'affaires qui ont réussi et qui veulent lancer des jeunes pousses, mais qui ont cette réputation qui permet à l'entreprise d'avoir des facilités incroyables, parce que lorsque vous avez dans votre capital un grand homme d'affaires, même la banque, pour une petite facilité de crédit lorsque tu en as besoin, elle dit, ah oui, là, avec lui, cette personne, donc ça doit être du sérieux. Vous allez à un client, ce client vous regarde autrement. Ah, dans votre entreprise, il y a monsieur X. Et donc, c'est ce networking et ce relationnel qui donne beaucoup plus de chances de réussir. Le problème, voilà, en gros. Dans ce cadre, puisque vous avez déjà commencé votre activité, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples concrets de projets que vous avez chapeautés ou des projets que vous avez encadrés dans le cadre de l'association?
Alors, l'association a eu son visa fin novembre. Bon, comme il y a eu la révolution, donc il y a eu des trucs. Alors, c'est en juin qu'on a repris en faisant quelques séminaires auprès des jeunes, des séminaires d'entrepreneuriat pour les aider. Et on a commencé les pitchs, c'est-à-dire les trucs, il y a exactement 3 semaines. Aujourd'hui, on fait 3-4 par semaine. Nous avons eu des projets. Bon, je dis, il y a des projets de toutes sortes. Il y a même aujourd'hui des gens qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas convaincu des sicars tunisiennes qui sont plus... malheureusement, certains sicars ne sont pas vrais, des risqueurs, ils sont même qui donnent des garanties, qui sont venus à des business angels, ils disent, voilà, la sicar n'a pas voulu nous donner 50 000 dinars supplémentaires pour continuer le projet, moi je suis prêt à mettre un business angel. Donc, vous voyez, parce qu'en général, le business angel met une petite mise qui va aider à établir un truc très précis. Et donc, par exemple, on a alors des projets dans le domaine du e-commerce. Mais aussi, on a des projets, par exemple, on a quelqu'un qui est venu dire moi, je vais ramasser toutes les bâches de pub des murs et en faire, lors des conférences, dans une conférence comme celle-ci, au lieu de donner des cartables ou des porte-documents, moi, j'utilise des porte-documents à partir de ces bâches. Donc, je prends des morceaux de bâches qui sont très solides, je les couds et j'obtiens des choses personnalisées. Parce qu'en fait, chacun aura quelque chose qui est unique, puisque, en fait, en prenant un grand bâche et en faisant des petites formes, vous aurez des documents qui sont uniques. Et ça, c'est une valeur ajoutée, mais ça ne coûte rien, parce que le matériau est là. En fait, les bâches sont jetées aujourd'hui, malheureusement, et ça fait un problème de pollution. Donc vous voyez un jeune qui a 20 ans, qui a observé un phénomène, dit quelque chose, et qui a dit pourquoi ne pas le changer, et le changer, apporter de la valeur ajoutée en créant un produit qui répond à un besoin, tout en étant compétitif, puisque la matière première coûte zéro. Donc, bon, ça, c'est un projet que quelqu'un va prendre en charge pour développer. Donc vous voyez, ça c'est des exemples d'idées innovantes. Alors malheureusement, en Tunisie, le problème c'est qu'on croit que l'innovation, c'est avoir un nouveau produit, le super produit. Non. L'innovation, c'est toute valeur ajoutée apportée dans un processus de service, d'organisation et des trucs. Tout ça, c'est des idées innovantes. Moi, j'ai vu quelqu'un aux États-Unis qui a dit, les gens s'assoient dans les toilettes et ne font rien. Donc il a lancé la pub sur la face de la porte de la toilette, des toilettes. Et au niveau de ce toilette, il a pris un brevet en ce sens. Et aujourd'hui, il y a une seule personne aux États-Unis qui a le brevet de faire de la pub sur les portes de toilettes. Mais c'est une remarque simple. L'entrepreneuriat ne peut être efficace que dans le secteur d'activité des services. C'est très difficile d'innover dans l'industrie, ou en Tunisie, je parle essentiellement. Est-ce que c'est très coûteux, ça demande beaucoup d'énergie, d'investissement? Non, on a des projets. Moi, j'étais étonné, moi aussi, j'ai pensé ça. Par exemple, il y a un projet qui m'a été soumis hier. Ce sont des Tunisiens qui m'ont envoyé, dit on va faire des smart receivers. Je dis, bah, c'est quoi? Des trucs des receveurs numériques. Je dis, attends, mais le monde est plein de receveurs numériques. Je dis, non, voilà, on vous montre, on a un processus qui améliore la qualité et qui permet de faire du streaming interactif. Par exemple, lorsque vous êtes sur un match, vous pouvez cliquer et revoir le but du match. Parce qu'en fait, voilà, faire un replay, mais incrusté au niveau de l'écran. C'est-à-dire en temps réel, vous suivez le match et dans un inscripté, vous pouvez voir le match. Et donc, il dit, personne ne le fait. Et nous avons on met en place un hardware pour le faire. Donc moi, j'étais étonné parce que, vous savez, dans ce domaine, c'est de grosses années. Il a dit, voilà, et pour 300 000 dinars, je fais le prototype et ensuite, vous m'aidez pour marketer le produit au niveau international. Donc, en fait, moi aussi, je pense, mais moi, j'ai appris de dire que je n'ai aucun prérequis, aucun avis. À tout moment, dans tout domaine, il peut y avoir une innovation majeure. Dans ce cadre-là, donc vous avez l'occasion d'étudier énormément de projets, si vous deviez, en fait, en vous adressant à un entrepreneur ou à un jeune entrepreneur qui veut lancer son projet, quelle serait pour lui qu'est-ce qui lui permettrait en fait de pouvoir se différencier par rapport à d'autres projets? Comment pourrait-il mettre en place sa valeur première, sa valeur ajoutée, la valeur ajoutée de son projet? Ou entre guillemets, en résumé,
qu'est-ce qui pourrait faire le succès de son projet, si vous devez lui donner des conseils? Voilà. Alors, moi je dis toujours que 90% des business angels ne vont pas regarder le projet, ils vont regarder l'entrepreneur au début. C'est-à-dire que le plus important, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a énormément confiance, qui rêve et qui a une vision. Moi, je donne toujours l'exemple de M. Abdelwahab Ben Ayed, qui, lorsqu'il a lancé l'idée de lancer le poulet industriel en Tunisie, la consommation du poulet était de moins de 200 grammes. Les banques ne lui ont pas donné de l'argent. Ils ont même ri du projet. Il a dit, personne ne mange du poulet en Tunisie. Je ne vois pas pourquoi vous lancez des projets de cette masse alors que personne n'en mange. Et sa réponse, et en fait, lorsque j'ai vu Sirouissi, qui l'accompagnait à l'âge de 18 ans lorsqu'il prenait le bateau pour aller étudier, eh ben, M. Belaïd, il me disait, je vais lancer une entreprise de poulet, est-ce que vous avez l'idée d'un nom? Donc à 18 ans, il savait ce qu'il allait faire. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rêve, une vision et qui veut la réussir. Et ce qu'on vend, moi j'avais un Tunisien qui était allé, vous savez, aujourd'hui, au niveau des business angels aux États-Unis, c'est sur 20-30 projets, il y en a un seul qui est financé, parce qu'il y a énormément de projets et d'idées. Et ce Tunisien était arrivé, il avait 5 minutes pour présenter le projet à Washington. Alors il est venu, il leur a dit, voilà, moi je vais parler. Moi, mon grand-père était un des héros de la Tunisie. Et il avait accompli ça. Mon père a accompli dans la résistance. Et maintenant, je suis moi. Si vous croyez en moi, investissez dans mon projet. Et il y a eu 2 business angels qui ont investi dans son projet, qui ont été attirés. Bien sûr, ensuite, elle a présenté le projet. Donc, quelqu'un qui a confiance en lui, qui croit dans son rêve. La deuxième qualité qu'il a, c'est une capacité d'écoute. C'est-à-dire qu'il doit, lorsqu'on lui dit il y a un problème, et on peut, parce qu'en général, en business angels vont être durs, ils vont lui donner des questions très délicates. Il faut qu'il soit capable d'écouter et de se remettre en cause. Il ne faut pas aussi que ce rêve l'emporte pour ne plus écouter. Non, vous n'avez rien compris, truc comme ça. Il y a une réalité de marché qui peut le frapper. Et la troisième qualité, c'est de dépasser l'esprit ingénieur. Bon, en général, beaucoup des qui présentent, c'est ingénieurs. Un ingénieur ne voit que le côté technique. C'est une idée. Il y a des milliers d'idées géniales qui n'ont pas réussi simplement parce que le côté management, le côté marketing n'a jamais pu être mis en place. Et donc, il doit avoir malheureusement une flexibilité pour apprendre des compétences de marketeur, des compétences d'avocat, des compétences de juriste, des compétences de commercial, surtout à côté des techniques. Avoir un excellent produit technique est très insuffisant aujourd'hui pour réussir. Alors, si on essaie d'étudier un petit peu ce qui se passe actuellement en Tunisie, on voit que il y a pas mal de personnes qui veulent entreprendre, il y a de jeunes entrepreneurs, mais il manque des fois cruellement d'encadrement. Pourquoi en Tunisie on n'a pas suffisamment d'incubateurs de création d'entreprise, ou encore pourquoi il n'y a pas des écoles de type Advancia en France où on peut encadrer de A jusqu'à Z le projet jusqu'à son lancement et pouvoir aider dans le financement, etc. En fait, malheureusement, j'ai participé il y a 3 ans à une commission nationale sur l'emploi où on a débattu pendant une année de plusieurs problèmes, dont le problème de l'entrepreneuriat et de l'interface et de comment se crée un entrepreneur. Et moi, je dirais que malheureusement, notre système ne fait que détruire l'esprit entrepreneur initial. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au niveau du primaire, on apprend, on ne vous félicite jamais lorsque vous faites quelque chose de bien. Par contre, dès que vous faites quelque chose de mal, on vous gronde devant tout le monde. Donc on commence par tuer la confiance en soi. Lorsque vous voyez des jeunes de 6-7 ans, avec l'énergie qu'ils ont, bon, que ce soit vos enfants, et à la fin, vous voyez ce qu'ils deviennent. On a remarqué que cet esprit d'initiative, d'entreprise, était tué au fur et à mesure. Il y a eu même des expériences qui montrent comment des gens, à l'âge de 12 ans, on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire, il parle d'entrepreneuriat, ce taux diminue au fur et à mesure. Au niveau du bac, ce taux est réduit au tiers. Pourquoi? Parce qu'on a mis un système dans lequel, malheureusement, on a appris du bachotage, on a appris à apprendre ce qu'on dit.
lorsqu'on sort, on propose des solutions alternatives pour des problèmes. Vous avez des qui vous disent non, non, ce n'est pas cette solution, il faut faire comme je vous dis. On a pris un système dans lequel notre rôle est d'écouter et de répéter ce que dit le maître. Donc c'est malheureusement tout le système. Aujourd'hui, même en France, dans le monde, on est en train de revoir tout le système pour que, et même le cours, le contenu, ce ne sont plus des équations. On parle de phénomènes, on introduit des simulations pour que la personne se mette à réfléchir. La deuxième chose qui, au niveau de l'université, ne s'est jamais dotée, c'est le travail en groupe. Parce qu'en fait, en général, les idées proviennent d'un travail de réflexion où chacun a apporté. D'ailleurs, les bons projets ne doivent pas être faits par le solo. C'est un groupe de 2, 3, quelqu'un qui voit un côté marketing, l'autre un côté technique, qui se complémentent. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est ensemble dans ce travail. Donc, on ne donne pas de projet en groupe. Lorsque vous regardez le système de formation, c'est réellement des examens qui sont basés sur des connaissances qu'on répète. Le programme Entrepreneurship, parce que c'est de MIT aux États-Unis, c'est un programme dans lequel vous devez à la fin apporter le business plan et même le produit, et dans lequel on prend des gens de HEC, des ingénieurs, et on les met en place pour créer. Donc c'est un exercice de création. On n'a pas vu d'exercice. Même les masters en entrepreneurship, ce sont des masters où on apprend comment calculer un TRI. Vous savez, en créant des TRI, des vannes, vous ne créerez jamais un nouveau projet. Voilà. Une dernière question, Samer. On sait que vous êtes à côté de Business Carthage Angels. Vous êtes notamment président de l'association Nour. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Vous pouvez nous parler de l'association? Alors, l'association Nour est une association qui a été créée le 15 janvier. C'est en fait un ensemble d'étudiants, mais aussi de libres penseurs et d'intellectuels qui se sont dit, bon, il y a les choses ont changé, on doit faire quelque chose. Donc, les jours d'après, il y a eu tout un flottement, on est passé à 100 personnes, puis 20 personnes, et finalement, un ensemble de personnes qui ont assisté sont devenues des ministres, d'autres ont créé des partis, et l'association s'est dit, nous devons créer ce qu'on appelle en américain le capacity building de la démocratie. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir, on avait prévu qu'il y aura énormément de partis, mais aujourd'hui, comment asseoir la démocratie? Asseoir la démocratie, c'est réfléchir, c'est se positionner en think tank pour trouver des solutions innovantes. Donc, c'est le lien que j'ai fait, c'est-à-dire des solutions innovantes pour développer une économie saine et durable et développer la démocratie. Par exemple, l'association s'est dit, aujourd'hui, la diaspora n'a jamais joué son rôle dans le pays. C'était toujours des étrangers qui venaient passer des vacances, des Tunisiens. Et on s'est regroupé avec des associations de Tunisiens à l'étranger pour dire, changeons de modèle. Aujourd'hui, moi, si j'apporte sur les 1,1 million de Tunisiens, j'apporte 1000 entrepreneurs qui viennent en Tunisie pour mettre un projet de 1 million de dollars, et 1 million de dollars pour quelqu'un à l'étranger, pour eux en Tunisie, c'est beaucoup, mais pour un en Tunisie, c'est rien du tout. On va créer 1 milliard de dollars de projets par des personnes qui ont une approche différente de l'approche actuelle où on était obligé. Moi, je dis que la mentalité de l'industriel était aujourd'hui, malheureusement, à part quelques exceptions, un opportuniste. On a créé des modèles d'opportunisme. Où il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision, on trouve une opportunité. C'est un modèle qui est basé sur des privilèges, qu'on donnait, une franchise, un truc. Là, on va apporter une nouvelle race d'entrepreneurs qui vont réfléchir et développer le pays. Et si on arrive à faire ça, on gagnera le projet du changement de la mentalité de l'entrepreneur en Tunisie pour développer. On a aussi travaillé sur d'autres aspects. Alors, on a une commission politique, une commission économique. On a réfléchi sur le problème de l'endettement, vu autre. On va lancer une présentation du Fonds générationnel de Jalloul Ayed comme un outil de développement de la démocratie. On va le faire donc bientôt le 6 et le 7 octobre. Ça, c'est du point de vue capacité, du point de vue économique. Du point de vue politique, on a aussi à adresser des problématiques qui sont aussi adressées par d'autres associations, mais de notre point de vue. Par exemple, on a lancé Tunivote. Tunivote, c'est une plateforme. On se dit, les gens ne savent pas pour qui voter. Alors, c'est une association allemande de Tunisiens en Allemagne
qu'ils ont fait un site dans lequel, voilà, on a posé d'ailleurs, ça y est maintenant, on a une trentaine de parties qui ont posé des questions. On leur a posé une centaine de questions, ils ont répondu. Maintenant, ce samedi, on va lancer un site dans lequel tout Tunisien va répondre à 50, 60 questions. Et à partir de 50, 60 questions, où il peut même pondérer le poids des questions. À la fin, il va obtenir quel est le score du parti qui se rapproche le plus. Mais non seulement on va lui donner la réponse, mais il peut voir la réponse des partis, voir là, est-ce qu'il y a convergence, quels sont les points de convergence et de divergence. L'idée, c'est un outil d'aide à la prise de décision pour le choix. Moi, je pense que des outils comme ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'associations qui travaillent sur ces outils qui sont fondamentaux pour le développement de la démocratie. Et aussi, ce sont des outils innovants. Voilà. Je vous remercie, M. Mapelé. Merci beaucoup. De vous avoir accordé cette interview sur Artus TV. Et bon courage pour la suite, pour nous à la fois et pour Business Carthagène. Merci beaucoup et bon courage aussi pour les étudiants. Merci, au revoir.